Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui de regarder quelques cartes de la Chine. Ce sont des cartes simples qui peuvent nous aider à comprendre sur quelle permanence viennent s'inscrire les changements majeurs que connaît ce pays depuis environ 20 ans. 20 ans, c'est très rapide à l'échelle de la Chine. Or, ces changements affectent l'organisation de ce territoire immense, donc la vie des Chinois. La première carte que l'on peut regarder, c'est une carte, disons, de proportion. La Chine fait 9,5 millions de kilomètres carrés, c'est l'un des plus grands pays au monde, avec la Russie, le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Australie. En 2004, la Chine a 1,370 milliard d'habitants, c'est le pays le plus peuplé au monde en valeur absolue. En valeur relative, cela fait 20% de la population mondiale, alors que la Chine formait 38% de la population mondiale en 1850. On ne s'en souvient évidemment pas. Mais qui vit en Chine? Qui sont les Chinois? Deuxième carte. En partant de l'est, de la mer de Chine, donc, on voit que ce sont les Han qui occupent l'essentiel du territoire. Ils s'appellent eux-mêmes des Chinois et ils forment la grande majorité de la population du pays, 92%. Au nord, plus en périphérie du centre historique, on repère le groupe des populations mongoles et mandchoues. Au nord-est, les Chinois d'origine coréenne. À l'ouest, vers l'Asie centrale, on trouve les peuples issus du groupe turc avec les Ouïghours, les Kazakhs, les Kirghizes. Au sud, des populations d'origine khmer et d'origine thaï. Et ce grand trou que vous voyez sur la carte, sur cet espace dans le sud-ouest du pays, eh bien ce sont les peuples tibétains du groupe tibéto-birman. Pourquoi une telle précision dans notre carte ethno-linguistique? Eh bien, pour sortir de l'idée que ce pays ne serait peuplé que de Han, seuls Chinois de souche et anthropologiquement purs. Cette propagande est fort bien véhiculée par la bureaucratie céleste depuis 500 ans. Eh bien non, la Chine est un pays multiethnique où vivent en outre de nombreuses minorités. Maintenant, comment vivent ces Chinois? L'espace du pays, si on simplifie, se divise et donc divise les modes de vie en plusieurs ensembles climatiques, mais il y en a deux qui sont assez nettement différenciés selon ce tracé approximatif sur la carte. Au sud et à l'est, un pays de collines, de plateaux humides, de larges deltas. Là vit 85% de la population chinoise, soit plus d'1 milliard d'individus, à l'origine plutôt agriculteurs. C'est la Chine du Sud, la Mandchourie, l'ancien Cathay de Marco Polo. À l'ouest et au nord, des terres continentales, froides, arides, plutôt vides, soit 60% de la superficie de l'espace chinois pour 15% de la population. Là vivent plutôt des peuples pasteurs, nomades, cavaliers. C'est la Chine des plaines, la Chine des confins de l'Ouest. À ces données géographiques et climatiques correspondent d'ailleurs assez bien les activités économiques traditionnelles. Vous voyez sur la carte les principales zones d'élevage et leurs limites est, les zones du blé et leurs limites sud, celles du riz et leurs limites nord. Pourquoi les hommes se sont-ils installés là? Voici le grand plateau tibétain et les principales barrières montagneuses du pays. Les Alten Shan, les monts Kunlun, les monts Tanggula, les Himalayas. Ces barrières sont importantes car elles structurent les axes de drainage des grands fleuves. Pour la plupart, du plateau tibétain comme source, vers les deltas ouvrant sur l'océan Pacifique. On repère le fleuve jaune, le Huanghe, le fleuve bleu, le Yangtze, plus au sud du pays, le Xinjiang. Et ces fleuves permettent de comprendre l'antique fonctionnement du pays. Par leur bassin orographique, ils concentrent les populations. L'eau appelle les hommes, de là les activités humaines, l'agriculture, les communications intra-chinoises. Souvenez-vous de la navigabilité sur le Yangtze que permettra le barrage des Trois Gorges dont je vous ai parlé en 2003. Les Chinois vivent donc surtout dans le sud et dans l'est, surtout le long des fleuves, surtout le long des côtes. Bien, mais dans quelle proportion? Regardons maintenant une carte de densité de la Chine des années 2000.
Les oppositions de couleurs ont un sens. Ce qui est en clair indique plutôt des terres vides, en foncé des terres densément peuplées, et les points noirs représentent les grandes villes très densément peuplées. Et ce qui a changé, c'est que cette répartition des populations n'a plus grand-chose de naturel. On s'éloigne maintenant des contraintes climatiques et orographiques. La Chine de l'an 2000 n'est plus celle de 1980. Car depuis les années 80, les Chinois bougent, ils se déplacent. Et deux facteurs, au moins, les ont fait se déplacer. Le fait d'autoriser les investissements étrangers sur les provinces côtières, ce qui a développé les activités économiques. L'essor des activités économiques a grandi, modifié, peuplé les villes chinoises. Le développement, la synergie des deux crée l'émigration interne. Entre 1980 et 2000, le pays passe rapidement d'une population rurale agricole à une population de plus en plus urbaine. Effet identique à celui de l'échelle mondiale et mouvement tout à fait planifié pour ce qui concerne la Chine. Résultat de cette planification, les Chinois vont de l'intérieur vers les côtes, de la campagne vers les villes, de la terre vers les services. Et les Chinois restant dans les campagnes, les plus nombreux bien sûr, sont moins agriculteurs et plus liés au tertiaire. Plus de la moitié de la valeur produite dans les campagnes chinoises ne vient plus de l'agriculture, mais du commerce, de la transformation des produits manufacturés. Voici sur la carte les principales villes du pays. Pékin, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Nankin, Canton, plus, ces dernières années, deux villes ayant perdu leur statut colonial pour rejoindre le continent. Hong Kong, sur les Britanniques, Macao, sur les Portugais, et l'île de Taïwan, dans l'esprit de Pékin, est maintenant en attente pour le XXIe siècle. Alors ce changement de géographie économique et cette revanche sur l'histoire et les traités inégaux qui avaient été imposés par les puissances coloniales au XIXe siècle ont introduit à Pékin une nouvelle réflexion sur le territoire et les échanges avec l'extérieur. C'est ainsi dessiné un mouvement de décentralisation économique. Ce n'est plus seulement Pékin qui traite avec l'étranger, mais les provinces dans une nouvelle économie des échanges, mais aussi le maintien de la centralité politique. Pas question d'aller vers l'idée de fédération. La Chine voulait devenir un pays moderne. Elle a pris les deux instruments classiques de la modernité matérielle. Moins de paysans, plus de citadins. Plus d'investissements, donc plus d'ouverture aux capitaux mondiaux. Alors que retenir de ces 5 cartes ? D'abord, il n'y a pas de déterminisme géographique durable. Ensuite, l'ensemble qu'est cette Chine d'aujourd'hui n'est pas homogène. Clivage entre Chinois et Tibétains, entre paysans et entrepreneurs urbains, entre ruraux et citadins, connectés aux réseaux mondiaux, même censurés. Les Chinois sont moins cultivateurs et éleveurs et plus tournés vers le commerce et les services. Je vous rappelle que la Chine est le premier destinataire des investissements directs mondiaux et ses capitaux viennent presque tous se loger sur les côtes et les villes du pays. Alors la semaine prochaine, je vous montrerai les cartes d'un pays de plus en plus partenaire de la mondialisation, donc tourné vers l'extérieur, et de plus en plus inégalitaire à l'intérieur. La Chine est dans le monde, très bien, mais qu'en est-il des Chinois ? Beaucoup de livres à vous présenter sur la Chine, comme toujours. Si vous voulez remonter loin dans la philosophie, la pensée chinoise, vous pouvez vous plonger dans la philosophie taoïste, qui est reprise dans un Pléiade de chez Gallimard. Le grand livre d'histoire classique sur la Chine, c'est Le Monde chinois de Jacques Gernet, un grand historien français. Ce livre est publié chez Armand Collin. Si vous voulez retrouver certaines des cartes et l'organisation de géographie physique de la Chine que je vous ai présentées aujourd'hui, vous pouvez lire Chine, un continent et au-delà de Pierre Jantel. C'est édité à la documentation française. La Revue des Deux Mondes, pendant l'hiver 2003, publie un numéro spécial sur la Chine. Vous y trouverez un article très intéressant de Marie Holzman sur les droits de l'homme en Chine. Il faudrait tout de même pas prendre l'œil du poisson pour une perle. Ça pourrait être le sous-titre du livre de Jean Leclerc du Sablon, qui est un journaliste qui a vécu 30 ans en Chine et qui réunit ses carnets de notes, donc cette évolution de la Chine que j'ai résumée aujourd'hui dans l'Empire de la poudre aux yeux. Ce sont des carnets de Chine, 1970-2001, et c'est édité chez Flammarion. Bonsoir. Récemment, je vous ai parlé de la Chine intérieure,
son territoire, le climat, les populations, l'ouverture aux capitaux étrangers. Alors aujourd'hui, nous allons repérer quelques-uns des facteurs qui façonnent la politique étrangère chinoise. On a souvent une lecture culturaliste des comportements chinois. Or, en fait, les choix sont parfois tout simplement pragmatiques. La Chine se développe depuis les années 80, notamment grâce à son ouverture aux capitaux étrangers. Cette carte nous montre où se sont portés ces investissements, avant tout sur les provinces côtières et dans les grandes villes. La multiplication des zones économiques spéciales, les zones franches, la fiscalité avantageuse pour attirer les capitaux, tout cela a eu des conséquences positives. Du point de vue des Chinois en matière de confort de vie, et parce que le pays est partiellement entré dans la mondialisation. La Chine est devenue un partenaire important de l'économie mondiale. Ses taux de croissance sont étonnants, presque toujours au-delà de 6% par an. Mais, conséquence cette fois négative, une deuxième carte que vous voyez là nous montre un important déséquilibre entre ses côtes et le reste du pays. Cette deuxième carte indique les régions selon leur richesse, c'est-à-dire le revenu moyen par an par habitant. Le niveau est plus élevé sur les côtes, il est moins dans les provinces centrales, et il est encore inférieur dans les provinces ouest, Tibet, Qinghai, Gansu notamment. Un tel déséquilibre peut engendrer trois vulnérabilités. Une vulnérabilité par risque de fracture interne de type socio-économique, une vulnérabilité du régime en place, car seul le développement peut assurer la paix sociale, donc la stabilité politique, donc le maintien au pouvoir du Parti communiste chinois. Et enfin, une vulnérabilité par la dépendance grandissante aux importations et aux approvisionnements énergétiques. La Chine, traditionnellement, est une puissance charbonnière. Le charbon fournit plus de 70% de l'énergie en Chine. Elle est aujourd'hui le premier producteur mondial de charbon, mais cela fait d'elle le deuxième plus gros pollueur au monde en émissions de CO2, juste derrière les États-Unis. Voici maintenant les régions où se trouvent les réserves de pétrole. Avec des taux de croissance importants et réguliers, la production chinoise ne suffit pas au pays. On ne le sait pas toujours, mais les besoins en énergie de la Chine représenteront environ 20% de la demande mondiale en 2010. Ainsi, l'augmentation de la demande énergétique engendre en soi une contrainte de politique étrangère. Alors, comment anticiper la demande ? Eh bien, en se tournant vers la mer de Chine méridionale, l'Asie centrale et la Russie. Voici d'abord une carte de la mer de Chine méridionale. Et là, la localisation de gisements pétrolifères avérés ou potentiels. Ces gisements offrent l'avantage d'être proches des zones de consommation de la Chine du Sud et l'inconvénient de se trouver dans une région où la Chine est en litige territorial avec ses voisins. Avec le Japon, autour des îles Senkaku, le Vietnam, autour des îles Paracel, l'Indonésie autour des îles Natuna, et avec 6 États autour des îles Spratly. Je vous rappelle que Pékin avait unilatéralement modifié en 1993 la carte maritime de la région de mer de Chine méridionale, dans un tracé qui ne correspond nullement aux règles de la Convention sur le droit de la mer. J'avais consacré tout un dessous des cartes à ce changement géopolitique majeur. Or, ce qu'on observe depuis, c'est que pour affirmer sa puissance régionale, la Chine a accepté de régler ce différend par des négociations multilatérales pour qu'une solution diplomatique résolve cette contradiction entre intérêts énergétiques nationaux et bon voisinage régional. Maintenant, à l'ouest, la province du Xinjiang. C'est là l'ancien Turkestan oriental, intégré à l'Empire chinois en 1884. La province est peuplée de Ouïghours, ils sont musulmans sunnites, et l'arrivée massive d'immigrants Han, c'est-à-dire chinois, a provoqué peu à peu le soulèvement de mouvements ouïghours autonomistes. Pourquoi vous parler de cela maintenant ? Parce que quand on analyse les prévisions du 10e plan jusqu'en 2006, on voit que la Chine favorise le décollage économique du Grand Ouest, et ce pour au moins 2 raisons. Là se trouvent d'importantes réserves de pétrole et de gaz. On les voit sur la carte. Elles sont situées dans le bassin du Tarim et à Karamay. Il faut extraire ces réserves, les exploiter, les évacuer par un réseau d'oléoducs et de gazoducs
reliant le bassin du Tarim à Shanghai. Les travaux ont commencé en 2001. C'est un énorme chantier de l'ampleur du barrage des Trois Gorges, mais cela entre dans la politique énergétique de la Chine. Ensuite, l'économie rejoint le calcul politique. En poursuivant l'émigration des Han vers le Xinjiang et en développant l'économie de la province, Pékin pense pouvoir à terme renforcer son autorité. Notons que le mouvement ETIM, East Turkestan Islamic Movement, qui est un mouvement indépendantiste ouïghour, accusé par Pékin d'être lié à Al-Qaïda, a été placé en 2003 par les Nations Unies sur la liste des mouvements terroristes. Tout cela est lié et le 11 septembre arrange finalement fort bien les affaires intérieures du régime chinois. Justement maintenant, les questions de sécurité, autre facteur de la politique étrangère de la Chine. Avant toute chose, la Chine cherche à recouvrir son domaine impérial. Après l'imposition de la règle chinoise au Tibet, le retour de la souveraineté sur Hong Kong en 1997, sur Macao en 1999, l'ambition au XXIe siècle, c'est la réunification avec Taïwan. Or, en fait, il n'y a pas d'urgence. Pourquoi ? Par l'ampleur de ses investissements au Fujian et sur le continent, en général, Taïwan est très dépendant de la Chine continentale. L'intérêt économique de Taipei plaide donc pour un rapprochement avec la Chine. Mais en même temps, sur le plan politique, Taïwan refuse d'être avalé par le régime de Pékin. L'île tient à maintenir son autonomie politique, et ce grâce au parapluie militaire américain. Sauf que cela génère des contradictions très fortes au sein de la société taïwanaise. Et le paradoxe, c'est que tout cela devrait rester en l'état tant que le régime de Pékin ne se démocratisera pas davantage. Les Taïwanais, de toute façon, savent que rien de sérieux ne pourra se passer pour eux avant 2008, c'est-à-dire la tenue des Jeux Olympiques en Chine. Maintenant, sur le délicat dossier de la Corée du Nord, dont nous vous reparlerons bientôt, la diplomatie chinoise est pragmatique. Elle cherche avant tout à éviter le déploiement d'armes nucléaires par le régime de Pyongyang, car cela viendrait déstabiliser tout le paysage stratégique de la région, avec des risques en chaîne d'une escalade nucléaire qui toucherait la Corée du Sud et pourrait entraîner la nucléarisation du Japon et de Taïwan. Donc cela ne ferait qu'augmenter la présence militaire américaine dans l'ouest du Pacifique, ce que Pékin veut surtout éviter. Et pour l'éviter, la Chine doit se placer comme un interlocuteur diplomatique incontournable. Voilà, j'ai voulu aujourd'hui résumer quelques-uns des moteurs, des facteurs qui fabriquent la politique étrangère de la Chine. Poids de la population, facteurs énergétiques, intégrité du territoire, suprématie régionale et surtout le développement économique qui permet aussi le maintien au pouvoir du régime. Car ce régime a face à lui plusieurs bombes à retardement. Les entreprises nationales déficitaires, il y aura des licenciements massifs portant sur plusieurs millions de personnes, donc le chômage et une grande pauvreté dans les campagnes, le développement du sida et de la tuberculose dans le pays, un vieillissement de la population, donc là aussi la question des retraites à cause de la politique de l'enfant unique, et puis l'absence de démocratie et le non-respect des droits de l'individu. Alors pour se maintenir au pouvoir et conserver un régime à la fois autoritaire et élitiste, les cadres du régime en place à Pékin doivent entretenir leur légitimité. Et cela passe par le statut de puissance, c'est-à-dire l'entrée à l'OMC, la stabilité de la monnaie, le yuan, les négociations sur la Corée, la posture apparemment pro-américaine dans la lutte contre le terrorisme. Alors dans une autre émission, justement, je développerai les relations de la Chine avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Inde, avec l'Union européenne. Mais pour le moment, l'empire sous le ciel cherche à redevenir fréquentable à l'échelon international et pour cela, tout mettre en œuvre pour réussir les Jeux Olympiques de 2008. Sur la Chine extérieure, vous pouvez lire La guerre hors limite de Xiao Liang et Wang Xiangshui. C'est une réflexion sur la stratégie extérieure chinoise actuelle entre terrorisme et globalisation aux éditions Rivage. Vous pouvez lire La Chine, puissance encerclée de Jean-Vincent Brisset aux presses universitaires de France, un livre qui explique que la Chine est bien loin d'être une puissance globale.
Et puis pour ceux qui font des affaires avec la Chine, vous pouvez lire Comment les Chinois voient les Européens, toujours aux éditions des Presses universitaires de France.